On peut commencer. Alors, je ne résume pas les épisodes précédents, parce que sinon on y serait encore. Donc, on est dans la situation de 1815, et on va, à partir de 1815, on va avoir un complexe français absolument terrifiant, qui est qu'il faut se rattraper et retrouver notre rang après la défaite. Donc la décadence française a commencé à partir de cette date-là, et donc on va faire des tas de choses pour maintenir le rang de la France, comme aurait dit le président François Mitterrand en 1990, mais c'est déjà des choses que disaient les hommes de la monarchie de Juillet ou de la Restauration. Là, pour interpréter la politique française en Méditerranée au XIXe siècle, il faut prendre conscience que pour les Européens, la France, c'est cette puissance perturbatrice qui a infligé un quart de siècle de guerre au continent européen, puisque les armées françaises sont allées jusqu'à Moscou, et que donc la politique européenne consiste à vouloir contrôler la France pour l'empêcher de refaire les dégâts qu'elle a fait pendant le quart de siècle qui précède. Et de l'autre côté, il faut reconnaître que vous avez toute une frange de l'opinion publique française qui se croit que l'armée française est invincible en dépit de Waterloo, et qu'on peut reprendre du jour au lendemain les guerres napoléoniennes et imposer la vision française du monde à l'ensemble de l'Europe. Et donc, dans la mesure même où la France est verrouillée en Europe continentale par le système d'alliance qui s'est imposé en 1814-1815, qu'on résume très grossièrement par le traité de Vienne, la seule possibilité d'exutoire de la France après 1815, c'est la Méditerranée. Et elle va le jouer d'abord de façon complètement désordonnée. Ainsi, la Restauration, une fois le territoire français libéré, c'était d'évacuer des troupes étrangères en 1818, va se lancer dans une opération militaire en Espagne, c'est la campagne d'Espagne, pour établir les Bourbons d'Espagne au pouvoir. C'est dans l'idée des gouvernements de la Restauration, redonner une identité guerrière et nationale à un régime monarchique qui était perçu comme arrivé dans les fourgons de l'étranger en 1814-1815. Donc de cette expédition militaire d'Espagne, qui a été victorieuse d'ailleurs, il n'en est resté que le Trocadéro à Paris, qui était le souvenir de cette expédition militaire. Je pense que c'était la prise du fort du Trocadéro à Cadiz, si mes souvenirs sont bons. Alors le paradoxe, c'est donc de voir Charles X, enfin Louis XVIII, puis surtout Charles X, faire du Napoléon, car il y avait eu, dès 1815, l'idée que le vice-roi d'Égypte, enfin, celui qu'on appelle le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, Mohamed Ali, était quelque part le continuateur de la campagne d'Égypte de Bonaparte. Alors on trouve cette matrice de la campagne d'Égypte. Et donc, il faut bien comprendre qu'après 1815, la France a inondé le monde de ce qu'on appelle les demi-soldes, c'est-à-dire les officiers de l'armée napoléonienne qui ont été mis à demi-traitement et mis à la retraite après Waterloo. Et donc des demi-soldes qui font la castagne un peu partout dans le monde. C'est fréquent, on en a en Amérique, des demi-soldes, mais on en a jusqu'en Perse, des demi-soldes. Et donc, évidemment, le Mehmet Ali a engagé des demi-soldes pour faire son armée en Égypte. Et puis, un peu plus tard, on y reviendra éventuellement, vous avez l'arrivée des Saint-Simoniens. Donc, ce qu'il faut bien considérer, c'est que le vice-roi d'Égypte est entouré de conseillers français. Et ces conseillers français organisent la première campagne de propagande
fait par un pays musulman à destination de l'opinion publique française et européenne. Et c'est une opération coordonnée destinée à présenter à l'opinion publique française que Mehmet Ali est le successeur de Napoléon. Et ça va jusqu'en 1821 au fait que, à partir de 1821, dans ses discours avec les diplomates étrangers et les voyageurs, j'ai montré ça jadis, Mehmet Ali se pose en défenseur de la civilisation, celui qui continue l'œuvre de civilisation de l'Égypte entamée par Bonaparte. Alors là, on a à ce moment-là une action de propagande destinée à l'extérieur. Ça ne s'intéresse pas à l'opinion publique intérieure égyptienne. Mais progressivement, on a le glissement de ce thème de politique extérieure à un thème de politique intérieure. Et on le voit très bien quand Mehmet Ali envoie des gens de son entourage, parce que ce ne sont pas des Égyptiens, et le seul Égyptien qui fait partie de la mission scolaire, c'est l'imam de la mission scolaire française à Paris en 1828, Refrat Tartawi. Les gens qui sont envoyés dans la mission scolaire, ce sont des Turcs et des Arméniens. Donc, Tartawi passe 3 ans, de 1828 à 1831, à Paris, où il est d'ailleurs reçu par les grands orientalistes français qui sont un peu ses guides, en particulier Sylvestre de Sacy. Et quand Tartawi revient au Caire, il écrit un texte, une narration de voyage qu'on a traduit en français, une magnifique traduction d'Anwar Louka, que je vous conseille, qui doit être disponible, parce que je crois qu'elle a été rééditée très récemment sous le titre de L'Or de Paris. Et ce qui est très intéressant, c'est que la première page de L'Or de Paris est essayer de trouver le mot arabe pour civilisation. Et donc, on a toute une série d'équivalences, et on voit très bien que les mots sont tirés de Ibn Khaldoun. Et là, finalement, il choisit un mot plutôt qu'un autre, c'est Hamadoun, pour signifier civilisation. Et c'est non seulement ça qui est important, mais c'est que Mehmet Ali fait publier cette narration de voyage et la rend obligatoire à la lecture pour la haute fonction publique de l'Égypte en 1832. C'est-à-dire que c'est un livre publié alors que l'imprimerie n'a que 10 ans d'existence en Égypte. Et c'est en fait un programme politique destiné à l'élite gouvernementale égyptienne. D'ailleurs, pour le reste de l'œuvre de Tartawi, on a jadis montré combien en réalité toute l'œuvre de Tartawi, qui s'étale sur une quarantaine d'années, est un discours adressé à l'élite gouvernementale égyptienne de différentes façons. Ce que nous prenons aujourd'hui comme l'œuvre d'un intellectuel libéral, etc. Et d'abord le discours d'un idéologue de l'État égyptien en voie de formation. Et donc ce mot de civilisation que Bonaparte a utilisé devient le programme de la dynastie de Mehmet Ali jusqu'à sa disparition avec Farouk en 1952. Et c'est la même chose dans l'Empire ottoman, sauf qu'en turc ottoman, ils ne choisissent pas vraiment Tamadoun, c'est-à-dire le fait de surbaniser quelque part Tamadoun. Ils utilisent plutôt Oman, la prospérité, pour signifier. Mais il faut bien comprendre que pour toutes les élites des pays musulmans de la Méditerranée qui nous concernent ici, ce mot de civilisation, ce n'est pas simplement le discours que les Européens tiennent sur eux, c'est la nécessité pour eux de rattraper l'Europe pour leur faire face. D'où l'adoption de cette vision des choses. Alors, évidemment, le problème français, c'est qu'on a des intérêts contradictoires. La France de la Restauration fait partie du concept du traité de Vienne qui avait réinstauré comme principe politique de gestion des affaires européennes le principe de légitimité. Donc, quelque part, l'Empire ottoman était légitime, donc bénéficiait de cette garantie des chefs des États entre eux pour se maintenir au pouvoir. Et face au principe de légitimité, après 1815, on oppose le principe de nationalité.
Alors, en 1815, évidemment, on ne peut pas appliquer le principe de nationalité en Europe, puisque c'est le monde restauré du Congrès de Vienne. Donc, la première application du principe de nationalité, c'est en Amérique latine, dans la révolte des colonies espagnoles. C'est Bolivar, etc. Et beaucoup de libéraux français et européens soutiennent, et même certains partent en Amérique pour combattre à côté des libéraux du principe de nationalité. Et c'est dans ce contexte qu'éclate en 1821 la révolte grecque dans l'Empire ottoman. Et là, les puissances européennes sont très embêtées. Parce qu'après tout, l'Empire ottoman est légitime en Grèce. Et d'autre part, si une révolte de ce genre-là avait débuté 40 ans plus tôt, il n'y aurait pas eu de problème. C'était des chrétiens orthodoxes, point à la ligne. Or, à la fois les leaders politiques, surtout de l'extérieur, de la diaspora grecque, font de la révolte dite grecque de 1821 la renaissance de la Grèce antique. Et donc vont construire tout un discours en disant que ce ne sont pas des Grecs orthodoxes qui se révoltent, mais ce sont les héritiers de Platon, de Périclès, etc. Et vous aurez donc un formidable mouvement d'opinion politique en Europe pour porter secours aux Grecs opprimés et massacrés par les Ottomans. Inutile en fait qu'on se massacre de tous les côtés. La première chose qu'ont fait les révoltés grecs, c'est de massacrer les musulmans du Péloponnèse pour s'emparer de leurs biens. Donc les massacres, ils ont été terribles et des deux côtés. Mais nous avons là, plus que dans la révolte d'Amérique latine, des colonies espagnoles, un mouvement libéral puissant qui devient le philhellénisme. Et on voit des personnalités, évidemment, comme Lord Byron. Quand Lord Byron, mort en 1825 à Missolonghi, c'est l'équivalent de la mort d'un rockstar aujourd'hui. C'est un événement qui ébranle toute l'Europe. Et vous avez de l'opinion publique, les mobilisations avec... alors évidemment, ce n'est pas du Bernard-Henri Lévy, ce serait plutôt Delacroix avec les massacres de Kyo et Victor Hugo avec l'enfant grec. C'est quand même d'un niveau supérieur. Mais vous avez donc tous ces gens qui se mobilisent pour une intervention européenne pour sauver les Grecs. Or, les Ottomans, qui ont des difficultés face à la révolte grecque, ont fait appel aux Égyptiens de Mohammed Ali. Et donc, le fils de Mohammed Ali, le célèbre Ibrahim Pacha, débarque en Péloponnèse, en Morée, et c'est lui qui est en train d'écraser la révolte grecque avec des troupes dites égyptiennes, qui sont essentiellement des Noirs soudanais, qui ont été disciplinés par des demi-soldes de l'armée napoléonienne. Donc, c'est évidemment la catastrophe. Alors, je passe sur les détails parce que l'affaire est extrêmement complexe. Finalement, on essaye d'envoyer une flotte franco-britannique d'observation pour voir ce qui se passe. Et par accident, elle détruit la flotte ottomane à Navarin en 1828. Ils n'ont pas fait exprès de détruire la flotte dite ottomane, qui était largement égyptienne d'ailleurs, qui était d'ailleurs des frégates que les Français avaient construites pour Mohammed Ali. C'est déjà un exemple parfait d'une longue stratégie française qui consiste à vendre des armes et puis ensuite à expliquer aux autres comment les détruire. Ce que, par exemple, on avait fait de la guerre des Malouines. On avait fourni des exocètes aux Argentins. Ensuite, on expliquait aux Britanniques comment éviter les exocètes. C'est à peu près la même chose qu'on a fait à l'époque. Et ensuite, il faut séparer les combattants pour arriver à un accord politique. Et donc, une armée française débarque en Péloponnèse en 1829. C'est l'expédition de Morée, complètement oubliée aujourd'hui, mais qui est absolument essentielle, puisque les troupes françaises vont tenir en Morée pendant 3 ou 4 ans avant d'être évacuées complètement. Et on a le souvenir de Napoléon en Égypte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En Morée, on fait venir des savants. Alors, évidemment, on fait des relevés archéologiques, mais surtout, comme en Égypte,
avec la description de l'Égypte, parce que ça avait été un monument scientifique, on fait une description de la Morée. Et on a donc des botanistes. Et c'est dans l'expédition de Morée que naît l'idée de végétation méditerranéenne et de climat méditerranéen. Ce sont les savants qui accompagnent l'armée française qui inventent l'idée climatique d'un ensemble géographique qui s'appelle la Méditerranée, qui a une végétation caractéristique, une faune caractéristique, un climat caractéristique. C'est ce qu'on a appelé l'invention de la Méditerranée au sens strict du terme, c'est-à-dire sur les savants de l'expédition de Morée qui inventent notre notion de Méditerranée du point de vue climatique. C'est en ça que cette expédition militaire aura des conséquences. Enfin, n'importe qui l'aurait fait, puisqu'on est dans le progrès scientifique du temps. Et c'est aux alentours de 1830 que la Méditerranée passe d'adjectif à substantif. C'est aux alentours de 1830 qu'on commence à dire la Méditerranée et pas la mer Méditerranée. Et il y a un exemple parfait par un texte extraordinaire d'un jeune ingénieur saint-simonien qui publie au début de 1832 une série d'articles qui vont être mis dans un petit volume qui s'appelle tout simplement le système de la Méditerranée. C'est Michel Chevalier qui peut être quelque sorte l'inventeur de la notion de Méditerranée. Alors c'est très intéressant quand on regarde le texte, que vous trouvez facilement, pour ceux qui ont en tout cas des éditions Kindle en numérique, il existe, il est vendu 2 € sur Kindle. Donc, et puis je crois qu'on peut le trouver en PDF gratuite quand on fait des recherches sur Gallica ou ailleurs. Donc c'est un texte qui est très facile aujourd'hui à se procurer. Et donc, dans les premières pages de son essai, Michel Chevalier renonce aux guerres napoléoniennes, parce qu'il dit bah oui, les jeunes de ma génération, on rêve que de refaire les guerres napoléoniennes pour imposer la liberté en Europe. C'est absurde. Il ne faut pas faire la guerre pour imposer la liberté. Ça montre l'ambiance intellectuelle du temps au début de la monarchie de Juillet. Et puis il y a cette célèbre phrase qui va marquer: la Méditerranée a été une arène, un champ clos où, durant 30 siècles, l'Orient et l'Occident se sont livrés des batailles. Désormais, la Méditerranée doit être comme un vaste forum sur tous les points duquel communieront les peuples, jusqu'ici divisés. La Méditerranée va devenir le lit nuptial de l'Orient et de l'Occident. Et là, on est dans la naissance d'une idée culturelle méditerranéenne qui est quelque part quelque chose entre l'Occident et l'Orient. Car la politique nouvelle de l'ancien continent, qui doit tendre à établir une communion de plus en plus intime entre l'Orient et l'Occident, doit avoir pour premier objet, pour but immédiat, la mise en pratique d'un système destiné à régénérer. Régénérer, ça veut dire donc qu'ils sont, on dirait dans notre jargon d'aujourd'hui, sous-développés ou arriérés, à régénérer les contrées qui bordent la Méditerranée et dont la plupart ressemblent à ces malades sur la figure desquels on s'apprête à jeter le linceul de la mort, tant leur a été cruelle la situation forcée de lutte où elle se trouve retenue depuis quelques siècles. Et alors, Michel Chevalier a un projet fou pour faire de la Méditerranée le lit nuptial. Il faut créer un gigantesque système de chemin de fer qui entoure toute la Méditerranée, avec toute une série de radiales qui partiront des principaux ports de la Méditerranée pour s'enfoncer dans les terres. Donc en 1832, il n'y a pas 100 km de chemin de fer en France. Quand vous lisez Michel Chevalier, vous avez l'impression de lire les défenseurs de l'Internet en 1994, qui vous parlent des autoroutes de l'information, alors que l'Internet balbutie. C'est exactement ce qu'est Michel Chevalier en 1832. D'ailleurs, ce système de chemin de fer ne sera jamais complet en Méditerranée jusqu'à nos jours. Mais le mieux qu'on ait pu faire, c'était dans l'entre-deux-guerres, où on peut aller du Caire jusqu'à Paris en chemin de fer, en passant
le Bosphore par ferry. Mais on n'est pas allé au-delà. Donc, il voit aussi des milliers de bateaux à vapeur sillonnant la Méditerranée dans tous les sens, de Sébastopol à Gibraltar, de Carthagène à Smyrne, de Venise à Alexandrie, d'autres bateaux à vapeur remontant les fleuves. Tout ça, c'est de la science-fiction, dirait-on. En 1832, ce sera réalisé dans les décennies qui suivront. Et alors, il voit donc l'association de la technique, représentée par les chemins de fer, l'assèchement des marais, et, se dit-il, à côté de la matière, l'esprit, et l'esprit, c'est un système financier qui permettrait de financer ce gigantesque programme de grands travaux méditerranéens. Alors là, aux alentours de 1830, la Méditerranée existe. C'est un projet politique français, c'est un projet tout simplement français de domination de l'espace méditerranéen. Et face à la France, il y a l'objection britannique comme d'habitude, parce que les Britanniques sont toujours là. Ils sont à Gibraltar depuis le XVIIe siècle. Ils sont à Malte depuis 1802. Ils étaient censés nous la rendre. Mais bon. Ils sont là, donc, et évidemment, la Méditerranée, c'est la prolongation de la route de l'Inde. Donc, on va avoir Français et Britanniques qui vont se faire face en face en Méditerranée à travers tout un long 19e siècle, à travers une myriade d'épisodes, je crois qu'un épisode sera décrit tout à l'heure, de cette compétition franco-britannique en Méditerranée. Et c'est là il faut comprendre la logique de l'expansion française en Méditerranée au XIXe siècle. D'un côté, on doit la comprendre comme tout simplement le fait de l'histoire de l'expansion impériale de l'Europe qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle dans l'Ancien Monde, comme je l'ai décrit ce matin. Ça, c'est évident. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fait au hasard. Là, c'est un mouvement général irrésistible, comme dit Tocqueville dans les années 1840. Rien ne peut s'opposer à l'expansion de l'Europe dans l'ensemble des terres de l'Asie et de l'Afrique. La seule chose que nous demandons, c'est que la France y ait sa part. Et de l'autre côté, on a le problème allemand. Le rêve napoléonien en Europe, la nostalgie de la Révolution fait que la France est obsédée par la rive gauche du Rhin. La France voudrait reprendre la rive gauche du Rhin qu'elle a perdue en 1814. Et évidemment, toutes les puissances européennes coalisées refusent que la France recommence son expansion de l'époque impériale, enfin révolutionnaire et impériale. C'est pour ça que c'est ce que j'ai appelé la double dimension du destin français. À partir de la Révolution française, la France se trouve obsédée d'un côté par l'Allemagne, qui au XIXe siècle, évidemment, jusqu'à 1871, est définie par la rive gauche du Rhin que la France voudrait reprendre, et puis ensuite, après la défaite de 1871, par l'Alsace-Lorraine. Et de l'autre côté, la France se lance dans une expansion dans le monde arabe. Mais cette expansion dans le monde arabe, elle est considérée au départ comme un pis-aller par rapport à la rive gauche du Rhin, comme un exutoire. Et il faut comprendre que dans la folie du dernier gouvernement de la Restauration, le gouvernement Polignac, les Français prennent Alger pour l'échanger quelque part dans une série de trucs compliqués contre la rive gauche du Rhin. C'est à peu près absurde, mais on avait un Premier ministre qui avait une communication directe avec la Vierge Marie, ce qui n'a jamais été très bon pour l'action politique. Donc, une fois qu'on a pris Alger, on ne sait plus quoi en faire. C'est le problème. Pendant 5 ans, on a hésité en disant on part ou on ne part pas. Et puis on dit, vers 1835, on a à peu près décidé qu'on y restait. Mais dans cette période, notre grand projet, c'est notre alliance avec l'Égypte de Mehmet Ali et d'Ibrahim Pacha. En 1833, Ibrahim Pacha a envahi la Syrie et les armées
d'Ibrahim Pacha sont allés jusqu'au cœur de l'Anatolie et sont arrivés jusqu'à Konya. Et à ce moment-là, les Russes et les Anglais ont signé la fin de la plaisanterie, et donc une flotte russe a pris position dans le Bosphore, ainsi qu'à proximité une flotte britannique, en disant si les Égyptiens continuent de progresser, nous débarquons. Et comme la France soutient, on a fait une côte mal taillée, et l'armée de Mehmet Ali s'est retirée d'Anatolie pour se replier sur la Syrie dans une phase transitoire. Alors, à l'époque, les publicistes français considèrent qu'Ibrahim Pacha voudrait construire un grand empire arabe et que l'intérêt de la France est de soutenir la construction d'un empire arabe autour d'Ibrahim Pacha. L'affaire est très compliquée, je n'ai pas le temps d'expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire, mais c'est le thème général de l'opinion publique française qui est tout à fait favorable à ce projet. Et inversement, les Anglais sont tout à fait contre, parce qu'Ibrahim Pacha, il a fait le sacrilège suprême, c'est qu'il a mis la pied sur la route de l'Inde. D'où la volonté britannique de s'arrêter. Et donc, la position que se posent les puissances européennes est la suivante au début des années 1830. La révolte grecque avait accepté le principe des nationalités contre le principe de légitimité, et Metternich avait considéré que c'était une catastrophe. Le grand chancelier autrichien, conservateur, mais pour lui, les musulmans méritaient la légitimité. Il y avait une légitimité islamique comme il y avait une légitimité chrétienne de la Sainte Alliance. Et vous avez des textes de Metternich tout à fait intéressants sur la nécessité pour les musulmans de conserver leur identité culturelle, on dirait dans le langage d'aujourd'hui, parce que c'est un conservateur. Et donc, en 1830, les Français se sont posé la question après la prise d'Alger s'il ne restait pas de reconnaître le principe de nationalité à l'Algérie. Mais il fallait que les Algériens deviennent des Arabes, ce qui était un peu plus compliqué à ce moment-là à admettre, parce qu'il faut bien comprendre qu'en 1830, il n'y a pas encore d'Arabes au sens moderne du terme, ce qui pose des problèmes supplémentaires pour leur appliquer le principe de nationalité. Et puis, avec l'expédition d'Ibrahim Pacha en Syrie, se pose la question. Et ce qui est réglé finalement par les règles de la question d'Orient, c'est que le principe de nationalité ne peut pas s'appliquer à des populations non chrétiennes. Donc, les Balkans qui sont chrétiens bénéficieront du principe de nationalité et accéderont progressivement à des États indépendants dans le cadre de la balkanisation, mais que les puissances musulmanes ne bénéficieront pas du principe de nationalité. Le seul moment où le principe de nationalité commencera à s'appliquer aux musulmans, c'est la révolte arabe de 1916, mais c'est en dehors de notre programme d'aujourd'hui. Alors, tout ça amène à la grande crise d'Orient, 1839-1841, dans laquelle les Ottomans contre-attaquent en Syrie. Ils se font battre par Ibrahim Pacha. Et donc, de nouveau, l'Empire ottoman semble en lambeaux. Mais à ce moment-là, une flotte anglaise suscite un soulèvement des populations libanaises et syriennes contre la domination d'Ibrahim Pacha. Et progressivement, les Égyptiens, entre guillemets, sont obligés de rétrograder vers l'Égypte. Et dans cette affaire, la France soutient Ibrahim Pacha. Donc, l'Angleterre anime une coalition dans l'esprit du traité de Vienne contre la France. C'est ce qu'on appelle le traité de Londres de 1840, qui réunit l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre, qui menacent la France de faire la guerre si elle continue de soutenir l'Égypte de Mehmet Ali. Alors la France répondra par la fortification de Paris, ce qui fait que vous avez aujourd'hui le boulevard périphérique, parce que le boulevard périphérique est sur les traces des fortifications décidées en 1840. Et donc pendant quelques semaines, on a été au bord de la guerre pour la question d'Orient, et finalement, Thiers, qui menait la politique belliciste, a été renvoyé du pouvoir par Louis-Philippe, qui a choisi Guizot pour construire une politique pacifiste en Europe.
Mais la conséquence, c'est que si la France ne peut pas faire la guerre en Europe pour prendre la rive gauche du Rhin, il faut trouver un exutoire à la France. Et cet exutoire, ça va être la conquête réelle de l'Algérie qui commence en 1840 dans une guerre de terreur absolue menée par le futur maréchal Bugeaud. Mais si la France fait la conquête de l'Algérie, c'est fondamentalement parce qu'elle ne peut pas faire la conquête de la rive gauche du Rhin. Et c'est très bien écrit, marqué dans les textes de l'époque, qui sont d'une lucidité épouvantable. Je veux dire, les discussions du Parlement français dans les années 1840, savoir si on va aller jusqu'au non ou non jusqu'à l'extermination des Arabes d'Algérie. Le mot extermination revient régulièrement dans les discours parlementaires. Mais en tout cas, la conquête de l'Algérie, ce n'est pas pour des intérêts stratégiques, ni économiques. C'est l'exutoire pour la France pour retrouver son rang de grande puissance. Comme elle ne peut pas s'imposer en Europe, elle fait la conquête de l'Algérie et de façon plus générale, elle se relance dans l'action coloniale. Tout ça amène ensuite à la question ottomane. Parce que les Russes continuent à pousser vers le sud, comme dans la tradition des guerres précédentes de la Russie contre les Turcs, contre les Ottomans en tout cas. Et la France catholique est devenue protectrice des catholiques d'Orient au point de proclamer vertueusement qu'il existe quelque chose que le Vatican n'a jamais reconnu, en théorie, enfin en droit, mais en pratique oui, qui est ce qu'on appelait le protectorat catholique de la France. C'est-à-dire le fait que la France était la protectrice de l'ensemble des églises catholiques de l'Empire ottoman. Ceci, il faut le comprendre par le fait que l'Église catholique française, après la terrible destruction de la Révolution, connaît un boom extraordinaire dans la France d'après 1815. Il y a un néocatholicisme qui se construit à partir de 1815 en France, et dont des grandes manifestations de la reconstruction du catholicisme français au XIXe siècle n'est tout simplement que les missionnaires. À la fin du XIXe siècle, la France produit les 2/3 des missionnaires catholiques dans le monde. Et donc, dans l'Empire ottoman en particulier, les milliers de missionnaires catholiques sont très majoritairement des missionnaires français. Il y a quelques missionnaires italiens, qui sont d'ailleurs en bisbille avec les missionnaires français, c'est normal, mais essentiellement. Et donc, la France se projette dans l'espace ottoman comme une puissance catholique. Et face à elle, vous avez la Russie, qui, elle, se projette comme une puissance orthodoxe. Là, ça va amener des querelles de moines à Bethléem, dans l'église de la Nativité, sur de savoir à qui appartient l'étoile qui se trouve sur le plafond. Et donc, comme d'habitude, dans les lieux saints depuis des siècles, les moines catholiques et les moines orthodoxes se bagarrent à coups de poing. Du coup, ça provoque des bagarres entre le consul de France et le consul de Russie. On est en 1847. Donc, on renvoie l'affaire entre Paris et Saint-Pétersbourg. Et alors, donc, au moment même où le mouvement républicain libéral, c'est la révolution de 48, etc., a lieu en France, plus la France s'émancipe en quelque sorte laïquement, plus elle se définit comme catholique à l'extérieur. Et dans l'affaire de Bethléem, l'épisode suivant, c'est en 1852-53, quand le tsar Nicolas II dit en bon français, parce que c'était la langue diplomatique, à l'ambassadeur de Grande-Bretagne que l'Empire ottoman est un homme malade. Il faut peut-être qu'on commence à se partager le testament, enfin l'héritage. Et Napoléon III, qui est au pouvoir, en profite pour dire si je fais la guerre à la Russie avec la Grande-Bretagne, je brise les traités de 1814-1815, parce que le premier enjeu de ce qui devient la guerre de Crimée est évidemment
l'annulation des traités qui ont mis fin à l'épisode napoléonien. Et donc, à part quelques petits combats annexes en Baltique, l'essentiel de la guerre a lieu d'abord en Bulgarie et puis ensuite en Crimée, avec le débarquement des troupes franco-britanniques, la charge de la brigade légère, le pont de l'Alma, etc. Malakoff, bon, tout ça c'est des héritages, Réaumur, Sébastopol, bon, tout ça c'est les héritages de la guerre de Crimée dans la topographie parisienne, ou toponymie. Mais le paradoxe de la guerre de Crimée, c'est que c'est la dernière guerre sans haine entre les combattants, avec la guerre d'Italie de 1858 quand même. Ce sont les deux dernières guerres sans haine de l'Europe du 19e siècle. Et c'est la première guerre moderne. C'est la première guerre moderne parce qu'en 1854, quand vous envoyez une flotte française et britannique en Crimée, ce sont des bateaux à vapeur. Donc la première logistique, ce sont les dépôts de charbon qui permettent d'alimenter la Noria. Le second élément, c'est la guerre moderne, c'est que le télégraphe électrique est arrivé en Europe, le télégraphe Morse, vers 1847. Au début, connectant réseau par réseau, au début de la guerre, il faut 2 jours et demi pour qu'une dépêche parte du front de Sébastopol jusqu'à Paris. À la fin de la guerre, en 1856, il faut 3 heures pour que la dépêche passe du front jusqu'à Paris, en passant de réseau à réseau à travers l'Europe. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer dans le temps réel, c'est-à-dire notre temps. La guerre de Crimée est la première guerre en temps réel. C'est pour ça qu'on est considéré comme le début de la guerre moderne. D'où le fait qu'évidemment, on peut s'impatienter à Londres et à Paris de ce qui se passe en Crimée, qu'il n'y a pas de victoire, alors qu'avant, il fallait 3 semaines pour qu'une dépêche passe de Crimée jusqu'à Paris. Tandis que là, on est en 3 heures. Bon, et comme Napoléon III était un régime un peu autoritaire, ça passait mal. Là. Il y avait un type qui était dans un bistrot sur une rue parisienne et qui attendait son pot de bière. Il avait dit « Mais on ne prend rien ici, c'est comme à Sébastopol ». Il a été foutu en tôle, hein, parce que sous Napoléon III, au début, c'était l'empire autoritaire. Et c'était atteinte au moral de la nation. Donc, l'enjeu, en dehors de l'annulation de la guerre des traités, l'enjeu de la guerre de Crimée, c'est l'émancipation des chrétiens d'Orient. Parce que si la Russie est défenseur des orthodoxes, et que les orthodoxes, c'est la population majoritaire des Balkans, la Russie contrôle les Balkans. Et donc, elle contrôle l'accès à la Méditerranée. Et évidemment, les Français et les Anglais, bon, les Anglais, ils n'ont pas de chrétiens parce qu'ils ont mis quelques protestants, mais ça ne fait pas beaucoup les protestants qu'on a convertis dans l'espace ottoman. Alors, ils ont essayé de protéger les Juifs, mais ça n'a pas marché parce que les Juifs soupçonnaient les missionnaires protestants de les voir convertir au protestantisme, ce qui n'était pas faux. Donc, les Anglais n'ont plus que quelques populations marginales comme les Druzes à se mettre comme clientèle, alors que les Français et les Russes avaient des populations nombreuses dans leur clientèle. Alors, le principe de l'émancipation des non-chrétiens en Europe avait été défini par la Révolution française en 1791, quand l'Assemblée constituante avait émancipé les Juifs de France, en tout le reconnaître en tant qu'individu, tout le refuser en tant que nation, nation ayant le sens de communauté. L'émancipation des chrétiens d'Orient va se faire en sens inverse. Tout le reconnaître en tant que nation et non pas en tant qu'individu. Parce que d'une façon, les collectivités existent et par ailleurs, elles sont protégées par les puissances européennes. Donc, ce serait suicidaire pour les Français ou les Russes d'émanciper des individus. Donc, le principe va être les grands édits d'émancipation des chrétiens, enfin des non-musulmans, l'édit de 1856, qui a été rédigé en partie par l'ambassadeur de France et l'ambassadeur de Grande-Bretagne,
Constantinople et qui donc émancipe les communautés non musulmanes en faisant des collectivités de droit public ottoman avec donc à leur tête pour les églises chrétiennes des patriarches associés d'un conseil de notables élus pour gérer les affaires des communautés. Bon, je passe sur les détails, c'est assez compliqué, puisque même dans un certain nombre de cas, ces assemblées communautaires pourront être élues au suffrage universel, ce qui est une nouveauté absolue en Orient. Et même en Europe à la même époque. Alors, comme il s'agit de l'émancipation des non-musulmans, on a mis aussi des juifs. D'où le problème que le traité de Paris de 1856, qui met fin à la guerre de Crimée, c'est qu'on ne peut pas reconnaître l'émancipation des juifs parce que les juifs ne sont pas émancipés en Russie. Et dans une partie des États balkaniques, sans parler qu'elle n'est pas complètement réalisée, l'émancipation des juifs en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie. Donc le traité de Paris ne reconnaît que l'émancipation des chrétiens. C'est amusant, mais ça montre que paradoxalement, les Ottomans se retrouvent en avance sur les Européens à la suite du traité de Paris. Oui, alors, je vous explique que pour l'Angleterre, les Juifs britanniques avaient tout obtenu, sauf le fait que les députés britanniques à la Chambre des communes devaient prêter serment sur une Bible chrétienne. Et donc, à chaque fois qu'un Juif était élu, il ne pouvait pas prêter serment, donc il ne pouvait pas prendre ses fonctions. Et donc, il a fallu attendre les années 1860 pour que l'obligation de prêter serment sur une Bible chrétienne soit levée pour permettre à des Juifs d'être élus à la Chambre des communes. Et ce ne sera qu'au début du XXe siècle que nous aurons des Juifs, et non pas convertis au christianisme, comme les Israélites, qui deviendront ministres en Grande-Bretagne. Alors qu'en Europe, enfin en France, vous avez déjà des ministres juifs des années 1840. En Allemagne et en Italie et en Autriche, l'émancipation est liée aux événements des années 1860, c'est-à-dire l'unité allemande, l'unité italienne et la formation de la double monarchie austro-hongroise. Dans la foulée de tous ces événements et de restructuration, les Juifs sont complètement émancipés en Europe centrale et orientale. Donc, paradoxalement, les Juifs ottomans sont émancipés avant. Bon, ils n'étaient pas très au courant, mais ça, c'est un autre problème. Et en plus, comme ils n'avaient pas de patriarche, on a inventé un grand rabbin de l'Empire ottoman parce qu'il fallait avoir quelqu'un pour faire la place de mettre à côté des patriarches chrétiens. Donc, on a inventé ce truc-là qui était le grand rabbin de l'Empire. Hein, mais bon, il fallait ce qu'il fallait. Donc, cette guerre de Crimée, bon, je ne sais pas si je voulais vous dire, en 1831, en 1815, on a supprimé la course en Méditerranée, et en 1853, le traité de Paris, 1856, le traité de Paris supprime la course dans le monde. C'est-à-dire qu'on parlait de corsaires après 1856, c'est un abus de langage. Mais jusqu'à 1856, la course, c'est-à-dire la piraterie légale, faisait partie du droit international. Mais bon, ça c'est anecdotique, mais pour votre culture générale. Alors, vous savez, la France du Second Empire, c'est une France qui est en pleine croissance économique, en pleine voie d'industrialisation, qui est une puissance mondiale qui multiplie les choses. Alors, dans les conséquences de l'émancipation des chrétiens d'Orient, vous avez des heurts confessionnels en Syrie et au Liban en 1860, avec des massacres entre Druzes et Maronites dans la montagne libanaise, et ensuite entre musulmans sunnites et chrétiens orthodoxes à Damas. Et à Damas, comme tout le monde le sait, l'émir Abdelkader, qui était en exil et pensionné par la France, a sauvé beaucoup de juifs, de chrétiens du massacre. Alors, pour la France, on envoie une armée au Liban, au nom de l'Europe,
c'est-à-dire donc pas, ce n'est pas une expédition française, c'est une expédition française au nom de l'Europe pour séparer les combattants au nom de ce qu'on appellerait aujourd'hui un droit d'ingérence. Et à partir de là, ensuite, il faudra trouver une solution diplomatique qui sera négociée entre les 5 puissances du traité de Paris pour régler la question de la Syrie et du Liban. Je passe sur les détails. Et enfin, cette expansion multiforme de la France, c'est évidemment, comme vous le savez tous, le grand projet théoriquement universel, mais largement français, de Ferdinand de Lesseps, dépercement du canal de Suez. Et vous avez eu sur le programme cette gravure qui représente les fêtes d'inauguration du canal de Suez en 1869 avec, si mes souvenirs sont bons, en première ligne l'impératrice Eugénie et l'empereur François-Joseph sur la gravure. Donc, l'Angleterre s'est opposée longtemps à l'apercement de l'isthme de Suez parce qu'ils voyaient dans les villes du canal et dans les propriétés qu'avait achetées la Compagnie universelle du canal la constitution d'une colonie française en Égypte. Et donc c'était un danger considérable, d'où l'opposition britannique au percement. Mais finalement, paradoxalement, les Britanniques se rallieront à la fin et feront même du canal de Suez leur propre chose parce que le canal de Suez devient, dès son ouverture, la route principale d'accès à l'Inde. C'est toujours cette obsession indienne des Britanniques. Alors, je vous ai dit que l'Algérie avait été un exutoire de l'énergie française, comme on disait à l'époque. Et de façon générale, quand vous lisez la littérature coloniale, vous comprenez que dans le discours colonial en lui-même, l'expansion coloniale est d'abord considérée comme un exutoire. On a des gens qui s'agitent, qui sont trop nerveux, qui font du dégât chez nous. Si on les envoie se défouler à l'extérieur et agrandir la France, tant mieux, on est gagnant. Hein, et c'est ça un des grands moteurs de l'expansion coloniale du XIXe siècle. Déployer positivement l'énergie nationale, comme on disait à l'époque. Mais attention, à partir de 1850, c'est la fin du petit âge glaciaire et le début du réchauffement climatique. J'insiste sur ce point parce que vous ne comprenez pas la concomitance entre la colonisation française de l'Algérie et la fin du petit âge glaciaire. La mise en valeur de la Métidja est un exemple caractéristique. C'était un espace de marais à cause du petit âge glaciaire. La fin du petit âge glaciaire correspond à l'arrivée des colons français. Et donc la mise en valeur, c'est le fait que les Français réussissent à mettre au point les grandes techniques de lutte contre la malaria, en particulier la plantation systématique d'eucalyptus, qui vont faire de l'expérience française de l'Algérie le berceau de toutes les luttes contre la malaria, parce que tous les espaces inondés de la Méditerranée, durant le petit âge glaciaire, sont devenus malariés. Et la grande ambition de l'histoire de la Méditerranée entre 1850 et 1960, ça a été de mettre fin aux marais. La dernière opération, c'est ce qu'on appelle la démoustication de la côte languedocienne sous la Ve République. C'est la dernière opération de ce genre en Méditerranée. Et donc, c'est en Algérie que les Français mettent au point toutes les techniques de drainage de la lutte anti-malaria. Et à partir de l'expérience française de l'Algérie, ça va être diffusé dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Un exemple caractéristique est le fait que la colonisation juive en Palestine dans les années 1880 se fait évidemment sur les espaces qui sont disponibles, c'est-à-dire des espaces de basse altitude malariés, et qu'on va faire venir des ingénieurs français d'Algérie pour supprimer la malaria sur les côtes de la Palestine, parce que c'est les Français qui dominent la technique de lutte anti-malaria. Et c'est ça sur lequel j'insiste, c'est le fait que vous ne comprenez pas le mouvement colonial si vous ne l'inscrivez pas dans le début du réchauffement climatique.
tous les mérites de la colonisation, ils sont grands. Je veux dire, la mise à Valas, ce n'est pas de la propagande, c'est une réalité. Mais c'est dans le mouvement général qui ébranle l'espace méditerranéen après 1850, qui est une reconquête systématique des littoraux par les populations de l'intérieur. À partir de 1850, les villages des hauteurs méditerranéennes se déversent vers les littoraux et se centrent sur les villes nouvelles, tous ces ports. Et tous ces ports méditerranéens qui se construisent dans les années 1850 créent un paysage qu'on retrouve dans la totalité de la Méditerranée à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, qui est la ville-port construite autour d'une corniche. Et vous la trouvez aussi bien en Turquie, en Anatolie, la corniche d'Alexandrie, la corniche d'Alger, la corniche de Marseille, la promenade des Anglais, et ainsi de suite. C'est le symbole de la reconquête. Et la reconquête des littoraux, c'est aussi l'arrivée systématique des agrumes, puisque maintenant qu'il fait moins froid avec le petit âge glaciaire, la Méditerranée devient productrice majoritaire d'agrumes, des oranges, des citrons, etc., qui avant ne pouvaient pas être exploités systématiquement, puisque les littoraux étaient hostiles et que les citrons les agrumes ne supportaient pas le froid des hauteurs. Alors, anecdotiquement, parce que ça n'a rien à voir avec ce sujet, c'est à cause des agrumes que naît la mafia. Parce que c'est en Sicile que les producteurs d'agrumes se voyaient attaqués dans leurs vergers par des brigands. Et donc ensuite, les brigands ont dit « On a une solution, on vous donne la protection ». Et c'est comme ça qu'est née la mafia de la protection des vergers d'agrumes en Sicile. C'est-à-dire du racket des propriétaires. Mais ça vous montre simplement ce mouvement global qu'il y a dans la seconde moitié du XIXe siècle, de la reconquête des littoraux, qui est tellement caractéristique de la Méditerranée de la seconde moitié du XIXe siècle que nous pensons qu'elle a toujours existé. Alors qu'en réalité, elle est largement postérieure à 1850. Et donc, c'est le début des exodes ruraux qui, de ces gros villages méditerranéens surchargés de population, vont vers les littoraux. Et puis, après 1880, mais ça ne concerne que marginalement, la Méditerranée va déverser des millions de gens vers les deux Amériques, l'Afrique du Sud et l'Australie. La Méditerranée se mondialise dans le cadre de la première mondialisation, mais ça, c'est en dehors de notre sujet. Donc, alors oui, j'ai oublié de dire que c'est aussi à partir de 1830 la fin de la peste en Méditerranée. La dernière grande épidémie de peste, c'est 1831, celle qui décime les Saint-Simoniens en Égypte. Et donc, rassurez-vous, quand la peste a disparu, on a eu l'arrivée du choléra. Et là, le choléra est resté jusqu'à nos jours. Et le choléra de 1835 a été terrible en France en particulier. Paris, il y a eu des milliers de morts à Paris sur le choléra de 1835. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Pas beaucoup. Donc, pour l'aspect géopolitique, à chaque fois que la France reçoit une sérieuse raclée, elle fait de l'expansion coloniale. Parce que c'est l'exutoire. Donc, quand la France est battue en 1870-71 par les Prussiens, bon, on fait quelques années dites de recueillement, et puis hop, la question nouvelle, c'est que, puisqu'on ne peut pas faire la guerre aux Allemands parce qu'ils sont trop forts, on va faire la guerre ailleurs. Et le premier exemple, c'est la conquête de la Tunisie en 1881, dont l'intérêt anecdotique, et c'est la première guerre contre l'islamisme. C'est-à-dire qu'on a inventé une menace islamiste. À l'époque, on ne disait pas d'islamistes en Tunisie, et donc on était allé faire une conquête préventive de la Tunisie pour éviter le danger islamiste. On connaît. Le truc, c'est
Alors donc ça, c'est le grand projet français de la Troisième République, qu'est la conquête de la totalité de l'Afrique du Nord. Une fois que la conquête de la Tunisie a été achevée au début des années 1880, la France a mené très vite une politique d'infiltration au Maroc, et je passe sur les détails et les crises que ça va impliquer, qui aboutira au protectorat français de 1912. Mais en fait, il y avait un grignotage qui avait commencé sur le terrain dès les années 1880 pour achever cette grande Afrique du Nord française qui, je vous rassure, n'a pas mieux été unitaire que le Grand Maghreb uni d'aujourd'hui. Parce que les proconsuls français d'Algérie, Maroc et Tunisie se bataillaient autant que les chefs d'État des trois pays aujourd'hui. Le seul moment où les trois possessions françaises, comme on disait à l'époque, ont été unies, c'est sous Végan, sous le régime de Vichy en 1941. C'est le seul moment où il y a une unité de direction dans le Maghreb colonial. Mais bon, passons sur les détails. Alors, deux points essentiels quand même, parce que c'est des choses qui restent. L'explosion levantine. À partir de 1880, toute la Méditerranée orientale bascule dans une civilisation francophone des ports et de l'échange. Le français devient la langue vernaculaire de l'ensemble levantin, qui n'est pas simplement le Levant arabe, mais qui fait toute la Méditerranée orientale jusqu'à Salonique. Donc on a là devant une population cosmopolite des grands ports. Le Levant, c'est Galata, c'est donc en face de Constantinople, c'est Salonique, c'est Smyrne, c'est Beyrouth, c'est Jaffa Haïfa, c'est Alexandrie. Donc c'est le Levant. Le français est la langue vernaculaire des communautés, c'est-à-dire que les Grecs et les Italiens se parlent en français. Et c'est la langue de traduction et d'échange. C'est-à-dire que la modernité arabe ne se comprend que par la traduction du français en arabe dans toute cette période, puisque le français devient la seconde langue de l'Empire ottoman finissant. Alors les Français sont tellement éblouis par tous ces jeunes Arabes et autres qui récitent les fables de La Fontaine qu'au début du XXe siècle, ils appellent tout simplement ça la France du Levant. Et vous trouverez un personnage aussi xénophobe, aussi partisan de la terre et des morts que Maurice Barrès, pour s'extasier dans son enquête au pays des Levants sur cette francophonie levantine qui s'est construite à la fin du XIXe siècle et jusqu'à nos jours, et dont on a encore de nombreuses traces en Orient, en particulier par le biais des œuvres catholiques. L'œuvre d'Orient, qui était un des moteurs, fonctionne toujours sur place. Et le Liban est l'héritage, ou ce qui reste de cette époque levantine, de la fin du XIXe. Mais bien à comprendre, c'est la différence entre la francophonie du Maghreb, c'est que c'est une francophonie coloniale, tandis que la francophonie du Levant est un choix volontaire. Donc l'appréhension qu'un Libanais aujourd'hui a de la langue française est différente, disons, de l'appréhension d'un Algérien sur cette même langue française. Donc ça, c'est le Levant. Alors l'idée méditerranéenne. On a vu que l'idée méditerranéenne s'était combinée en quelque sorte sur la redécouverte des Antiques, comme je vous l'ai décrit à partir de la fin du XVIIIe siècle, en particulier sur l'hellénisme. Alors là, on est dans des jeux compliqués. Si vous êtes en Méditerranée, dans l'expérience algérienne, vous avez la notion de fusion des races, parce que les Européens d'Algérie sont minoritairement français. Ce sont des Italiens, ce sont surtout des Espagnols, éventuellement des Maltais. Et donc, le problème de la politique française en Algérie est de créer un peuple européen français en Algérie, alors que sa composante française de souche est faible, ou relativement faible, 20-30%. Donc, c'est ce qu'on a appelé la fusion des races, qui a été le grand projet de la Troisième République
en Algérie, avec le rejet de l'indigène arabe, évidemment, dans le code de l'indigénat, et qui a consisté à faire de français, de fabriquer du français à partir d'italien, d'espagnol, d'el maltais, ce qui donnera naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les pieds noirs, mais qui, de ce point de vue de fusion des races, a été une réussite. Alors, le slogan de la fusion des races était l'unité latine. Et donc, cette idée de latinité, un des moteurs de la construction de l'idée méditerranéenne de la fin du XIXe siècle. Mais là, c'est une latinité évidemment hostile aux indigènes, qui rejette l'indigène. Mais en même temps, nos ancêtres vont vous paraître un peu bizarres, c'est une chose qu'on n'ose plus dire aujourd'hui, c'est que l'Europe, d'après 1880, se divise en entités raciales. Et les entités raciales principales de l'Europe à passer des années 1880, c'est que vous avez un bloc slave, avec des méchants russes qui veulent unir tous les Slaves autour d'eux. C'est ce qu'on appelle le panslavisme, avec quelques problèmes. C'est que vous avez des orthodoxes qui ne sont pas slaves, et des Slaves qui sont catholiques, qui ne sont donc pas des bons Slaves, parce que pour être bons Slaves, vous voudrez être orthodoxe, disent les Russes. Les Polonais, ce n'est pas des bons Slaves, parce qu'ils sont catholiques. Ça agace Moscou. Enfin, ça partait à ce bas. Bon, donc ça, c'est le panslavisme. Vous avez la volonté de réunir tous les Allemands dans un ensemble politique, le pangermanisme, c'est-à-dire réunir les Allemands qui se trouvent dispersés dans l'Autriche, Hongrie, en Allemagne et éventuellement ailleurs, en particulier dans l'Empire russe, mais au-delà, la conscience nationale allemande se construit sur une idée raciale de germanité. Et la grande discussion qu'ont les Germains de la fin du XIXe siècle, c'est de savoir si la race teutonique, comme on dit à l'époque, comprend les Anglais ou non. Et jusqu'en 1890-1900, les anglo-saxons se considèrent teutons comme les teutons d'Allemagne. Mais à partir de 1900, ils se décrochent des teutons d'Allemagne pour se définir comme les anglo-saxons, en disant on est beaucoup plus proche de nos cousins américains que de nos cousins allemands. Et c'est la scission raciale entre les anglo-saxons d'un côté et les germains de l'autre. Donc dans une Europe qui se définit maintenant par blocs raciaux slaves, germains, éventuellement anglo-saxons, émerge une Europe latine qui est incarnée par la France, l'Espagne et l'Italie, avec en particulier une union commerciale qu'on appelle l'Union latine à la fin du XIXe siècle. Et donc, les bons essayistes, publicistes de la fin du XIXe siècle voient l'avenir comme une série de guerres raciales en Europe entre latins, slaves, germains et éventuellement anglo-saxons. C'est le grand thème en particulier des années 1890, quand les États-Unis font la guerre à l'Espagne en 1895, on y voit la victoire des races germaniques sur les races latines. Alors le problème, c'est Rome. Parce que les Armains disent, nous on est racialement purs, on a une langue qui n'a pas bougé depuis, on est des vrais Indo-Européens, on est des Ariens. Et vous, les Latins, vous êtes un détritus de langue et de peuple, un salmigondi, une Macédoine de choses hétérogènes. Vous êtes racialement complètement métissés. C'était difficile de faire de Français une race, vu que vous avez des Celtes, des Germains, des Latins, des Bretons. Enfin, vous avez toutes les races possibles européennes se trouvent en France, sauf les Slaves, avant qu'ils arrivent d'ailleurs comme immigrés au XXe siècle. Donc les Français vont construire une idée de latinité qui est une idée non pas raciale, mais nationale. Le concept de nation tel qu'il s'élabore sous la Troisième République est un concept qui se définit par la latinité, donc par un choix culturel par rapport au choix racial des Allemands. Alors la querelle méditerranéenne, c'est Rome. Parce que les Français disent,
D'accord, vous êtes les descendants des conquérants germaniques, mais du coup, nous, les Latins, on a Rome, et vous ne l'avez pas. Et évidemment, ça embête les Allemands de ne pas avoir Rome et de voir les Français, les Italiens et les Espagnols de confisquer Rome à leurs produits. Alors les Allemands vont dire, ah oui, mais les Grecs sont des Germains. Parce que ce sont des peuples ariens qui ont créé la Grèce antique avant d'être métissés par tous ces peuples orientaux. Donc on aura une revendication germanique sur l'hellénisme par rapport à une revendication française sur Rome, puisque la Troisième République, c'est Rome, éventuellement la Grèce. Bon, je termine ça pour vous donner une idée simple, si vous voulez. Si vous aviez dit à M. Gambetta, M. Clémenceau, enfin tous les Jules à barbe de la Troisième République, qu'ils étaient l'héritier du judéo-christianisme, ils se seraient étranglés. Pour les gens de la Troisième République, pour la République des Jules, la République française, c'est l'héritière d'Athènes et éventuellement de Rome. Le judéo-christianisme n'arrivera qu'après 1950 en Europe. Tout ça parce qu'on passe son temps à choisir ses ancêtres et les modifier en fonction de nos besoins. Alors, je termine là parce que le temps passe, mais disons simplement que de ce débat sur latinité, germanité, Rome et Grèce va naître ensuite une idée méditerranéenne qui est plus spécifique, mais qui correspond plus à l'Europe de l'entre-deux-guerres qu'à celle du 19e siècle. Là, je trouve débordé, cher ami. Non, mais c'est pas grave. Mais on aura moins de questions. Oui. Allez-y. C'est donc j'ai terminé, vous pouvez y aller. Alors, moi, je voudrais revenir sur le mot race. Est-ce que, à la fin du 19e siècle, race n'a pas le sens de peuple? Parce qu'il existe, on trouve, je ne vois plus l'édition, mais je vois encore Histoire des races. Alors, il y a la race cynique, il y a la race... Mais en fait, quand on lit ces textes, on a parfois l'impression que l'équivalent aujourd'hui serait plus peuple que race, au sens que les nazis vont donner. Vous avez deux conceptions globales dans la science du 19e siècle de la race. Une conception en effet qui est plus culturelle. Par exemple, chez Renan, la race n'est pas une réalité biologique. C'est une unité culturelle. Et donc, par exemple, les Turcs peuvent devenir des sémites parce que le sémitisme n'est pas une donnée biologique, mais une donnée culturelle. Et donc, les gens comme Renan parlent d'une anthropologie linguistique ou d'une ethnographie linguistique. Mais dans la fin du 19e siècle, vous avez la montée d'une anthropologie biologique qui, elle, se définit la race, non pas en termes culturels, mais en termes biologiques. C'est l'époque de Broca, c'est la craniologie, les brachycéphales et le dolichocéphale, etc. Des choses qui ont duré très tard. Encore dans ma lointaine enfance au millénaire dernier, on parlait qu'il y avait trois races en Europe. La race méditerranéenne, la race alpine et la race nordique. C'était encore enseigné vers 1960, André. Hein. Donc ça, c'est les héritages du 19e siècle. Oui. J'aurais une question sur les Balkans, qui ne sont peut-être pas totalement dans le champ de la Méditerranée, n'est-ce pas? Mais quel a été l'impact des débuts de libération, Belgrade, etc., sur l'opinion publique? Est-ce que c'était un simple mouvement de Slaves ou d'orthodoxes contre l'Empire ottoman, ou est-ce qu'il y avait une solidarité
avec des Européens face à l'Empire ottoman qui ne cessait de commencer à reculer depuis Vienne, depuis 1683 quand même. Donc avec le sentiment qu'il y avait ce recul qui s'accentuait. Bon, rappelez d'abord qu'il y avait à peu près 40% de musulmans dans les Balkans en 1800 et que la plus grande partie ont été chassés ou exterminés durant la balkanisation. Ça, c'est un point essentiel. Donc, vous avez toujours eu, en particulier, enfin, de la Restauration jusqu'à la Troisième République, un puissant courant philhellène dans l'opinion publique française et éventuellement dans la politique française. Bon, le seul problème pour les philhellènes, c'est que régulièrement, les Grecs ne payaient pas leurs dettes, ce qui exaspérait les banquiers français qui, comme les banquiers anglais, avaient investi dans la dette grecque. Mais ça, c'est une tradition grecque d'avoir toujours des problèmes d'endettement par rapport aux autres. Donc ça, vous avez eu en général un certain soutien dans l'opinion publique française pour les peuples chrétiens slaves des Balkans, mitigé par le fait qu'on avait peur du panslavisme, jusqu'à l'alliance franco-russe de 1890. Bon, là, on était calmé parce qu'on calmait les Russes panslavistes et en même temps, c'était quand même nos alliés. Ce qui nous a amené à nous engouffrer dans la défense de la Serbie en 1914 pour les résultats que vous connaissez. Et puis, on a découvert une sœur latine. Alors là, les Français ont massivement investi dans la latinité, c'est la Roumanie. Et là, Napoléon III, dans la foulée de la guerre de Crimée, a été l'un des gens qui ont porté la Roumanie sur les fonds baptismaux, je veux dire, qui ont favorisé la création de la Roumanie par la fusion de la Moldavie et de la Valachie dans la fin des années 1850. Donc, il y avait d'autres acteurs, mais si vous voulez, Bucarest était la petite Paris en 1900. Hein, et encore aujourd'hui, vous avez une francophonie importante en Roumanie. Ça, c'est l'héritage de la commune latinité, qui était maintenant le projet politique de la France de la Troisième République. Oui, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la Tunisie 1881 et la guerre préventive contre l'islamisme? C'était quoi ça? Bah, les Français avaient inventé, enfin les Français et les Anglais, on avait tous collectivement inventé un méchant pan-islamisme qui voulait chasser les colos européens de la terre d'islam. Il y a une réalité pan-islamiste aussi, mais c'était d'abord un fantasme colonial extrêmement puissant. Et Gambetta et son équipe ont poussé à la conquête de la Tunisie en inventant un danger pan-islamiste en Tunisie contre l'Algérie française, tout ça piloté, disaient les Français, de Constantinople. Là, on avait inventé une menace qui aurait été concrétisée par les aventures d'une tribu tunisienne qui s'appelait les Kroumirs et qui était prêt à envahir l'Algérie. Alors le célèbre pamphlétaire Rochefort avait fini par faire une petite annonce: recherche Kromir désespérément, prêt à payer premier Kromir qu'on me trouvera, parce que bon, c'était pour le moins quelque chose de très largement surestimé. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'à partir des années 1880, dans le système colonial français, comme dans le système colonial anglais, il y a la hantise du pan-islamisme, surtout à partir du moment, dans les années 1890, où l'Allemagne de Guillaume II devient l'allié de l'Empire ottoman. Et c'est vrai que les Allemands, c'est un autre sujet, développent un projet politique qu'on appellera durant la Première Guerre mondiale le Jihad Minette Germany. Donc, il y a à la fois un fantasme du pan-islamisme et du djihad dans les empires coloniaux français, anglais et russes à la fin du XIXe siècle. Et puis, il y a une réalité qu'en effet, il y a eu un projet de djihad mené par l'Allemagne durant la Grande Guerre.
Alors ça intéresse beaucoup les historiens parce que le djihad min al-Germanie a fait un plouf formidable, c'était un échec total durant la Grande Guerre, mais on trouve beaucoup de textes du djihad min al-Germanie que vous pourriez appliquer au djihadisme d'aujourd'hui. Donc on essaye de faire les généalogies. On se dit, merde, ce sont les Allemands qui ont fait du djihad en 1917. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le film. Djihad anti-juif, quand même. Le grand mufti de Jérusalem, El-Husseini, s'est joint quand même à Ça, c'est un autre sujet que j'ai traité très largement. Je dirais simplement que si les Palestiniens avaient été colonisés par les Esquimaux, ils seraient anti-Esquimaux. Bon, leur problème, c'est qu'ils ont été colonisés par des Juifs, donc ils sont devenus anti-Juifs. Mais ils seraient anti-Esquimaux, sinon, si c'était des Esquimaux qui les colonisaient. Je veux dire, vous luttez contre l'envahisseur. Alors, par ailleurs, mais ça donne d'autres sujets, c'est la Seconde Guerre mondiale, ça a été un gros problème pour les puissances alliées durant la Seconde Guerre mondiale de se présenter devant les Arabes comme les défenseurs de la démocratie quand on était en système colonial. Il y a un problème. Alors, s'il me reste 45 secondes, je voulais dire, si vous voulez, que la leçon de tout ça, une anecdote, c'est ça, vous comprendrez. En 1797, Bonaparte a battu l'Autriche et on a signé les préliminaires de la paix à Campo Formio. Et donc, on va faire un traité de paix avec l'Allemagne, enfin avec l'Autriche. Et le général de Sex, qui vient de l'armée du Rhin, arrive voir Bonaparte dans ses quartiers généraux en Italie du Nord. Et ils discutent ensemble d'un projet d'expédition d'Égypte. C'est-à-dire que c'est le moment où se construit le destin français jusqu'à aujourd'hui, rive gauche du Rhin, de Sex, ou l'Égypte, Bonaparte. Et à partir de ce moment-là, comme vous avez pu le voir, il y a toute une série de scansions qui fait que, à travers le 19e siècle, quand on prend une raclée du côté de la rive gauche du Rhin, on s'étend dans les pays arabes et musulmans. Et inversement, au XXe siècle, c'est toujours la même chose. En 1944, dans les palais du gouvernement à Alger, dans un bureau, vous avez le général Catroux qui réfléchit à un programme de réforme musulmane, et dans le bureau d'à côté, il y a Jean Monnet qui réfléchit à un plan d'unité européenne. Mais l'unité européenne, pour nous, c'est l'Allemagne. C'est toujours un moyen de gérer l'Allemagne. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la politique française se pense à la fois sur un axe allemand que nous définissons aujourd'hui en termes polis comme étant européen, et sur un axe arabe que l'on appelle aujourd'hui musulman. Mais si vous avez une continuité entre 1797 et 2018, c'est là, c'est-à-dire que la France se construit toujours face à la question allemande et à la question arabe. Pour le reste, évidemment, on fait des bisbilles, on s'engueule régulièrement avec les anglo-saxons, mais bon, c'est normal, ce sont des anglo-saxons. Mais dire, on leur fait plus la guerre. On a arrêté ça à Waterloo. Bien que De Gaulle ait eu de temps à autre des tentations de faire la guerre à la Grande-Bretagne, mais bon, c'est un autre affaire. Moi, je voudrais vous remercier en nom de tout le monde, y compris pour nous avoir appris l'art du hors-sujet qui nous ramène en plein dedans, mais j'ai jamais vu ça, c'est prodigieux à quel point vous pratiquez cet art-là, qui est un faux hors-sujet. Donc, merci infiniment. Voilà, si vous voulez, pour reprendre, je veux dire, vous mettez le politique au centre, mais pour comprendre l'affaire, vous devez mettre du culturel d'un côté et de l'écologique, du climatique de l'autre. Hein, si on arrive à faire la liaison des trois, c'est qu'on a bien fait son boulot. Très bien.